Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Et donc voilà, je veux me permettre pour le sujet, j'ai intitulé la contribution de Mohamed Hassan Louazani à l'histoire de la presse au Maroc. C'est un peu un titre un peu gros. Je ne suis pas historien. Les historiens ont fait leur travail, ils ont été présents cette matinée dans des interventions et lors des débats. Je suis plutôt politiste et je vais approcher donc cette contribution de Mohamed Hassan Louazani à travers, disons, sa pensée sur la question de la presse et de la liberté de la presse. D'une certaine manière, je pense qu'une bonne analyse de la pensée de Mohamed Hassan Louazani serait de nature à mieux peut-être évaluer aussi l'histoire et le travail de l'historien. Alors, l'historien qui s'intéresse à Mohamed Hassan Louazani sur la question de la presse serait porté à mettre en exergue, évidemment, ça a été fait d'ailleurs ce matin, le rôle de fondateur. Effectivement, Mohamed Hassan Louazani a joué un rôle très important en la matière. Il a été d'une certaine manière journaliste, formé au journalisme, et il a beaucoup écrit à travers la presse et sur la presse. Donc il y a suffisamment de quoi attribuer donc à Mohamed Hassan Louazani un rôle important à cette histoire. Néanmoins, j'aurais tendance à évaluer cette contribution moins à travers ces caractéristiques que je viens de dénoncer qu'à travers l'hypothèse, et je dis bien l'hypothèse suivante, c'est-à-dire à travers l'idée que Mohamed Hassan Louazani est celui qui est le maillon intellectuel qui articule le moment de la fondation de la presse au Maroc et qui articule ce moment-là à son fondement intellectuel et philosophique. En l'occurrence, ça a été dit ce matin, le libéralisme. Et là, bon, évidemment, la parenthèse est ouverte pour signifier à Si Bouaziz que, contrairement aux doutes qu'il a émis, je n'aurais personnellement pas de doute à dire de Mohamed Hassan que c'est un profond libéral. Certes, c'est un libéralisme qui s'est exprimé à travers une matrice de pensée qui est de type salafiste, bien dans nahdaouiste, mais qui est solidement ancré aussi dans un référentiel libéral, soit directement, soit, j'allais dire, par procuration, sachant que Hassan Louazani s'est d'une certaine manière exprimé en tant que libéral à travers l'ouvrage de Dupont-Watts, qui lui a servi en quelque sorte de l'ouvrage par lequel il affirme par procuration en quelque sorte son libéralisme. Alors si on veut évaluer cette contribution de Mohamed Hassan Louazani à l'histoire de la presse au Maroc, je pense qu'il serait nécessaire un peu de voir un peu de haut un peu cette histoire et d'arriver par la suite un peu à identifier ce rôle particulier, singulier de Mohamed Hassan Louazani. Alors, fondamentalement, la question de la presse, la liberté de la presse est liée à la matrice libérale, qu'on le veuille ou non. Parler de la liberté de la presse, c'est fondamentalement s'inscrire dans une matrice libérale, politique, plus précisément. La presse est censée incarner dans une certaine mesure le gouvernement de l'opinion. C'est à cela, d'une certaine manière, qu'elle est associée. Alors, si on voit un peu l'histoire du Maroc, on voit que l'histoire de la fondation de la presse au Maroc, elle n'obéit pas à la base
à ce schéma, c'est-à-dire au schéma qui ferait de la presse, en quelque sorte, la modalité par laquelle s'affirme politiquement donc, une tendance libérale dans le système politique. Je dirais plutôt que cette histoire montre la dissociation entre la fondation de la presse de son fondement, donc, j'allais dire, matriciel du libéralisme. La fondation de la presse au Maroc, elle est certes redevable à l'initiative libérale. Donc, bien avant même l'instauration du protectorat, mais particulièrement au lendemain du protectorat. C'est la France libérale de la Troisième République qui, au fond, instaure la législation d'inspiration libérale qui va devenir la législation donc, qui régit donc, la presse au Maroc. Mais c'est une législation, certes libérale, c'est une législation, je veux dire, qui procède d'un libéralisme de ségrégation. Je crois que ça a été montré suffisamment ce matin à travers l'analyse du texte juridique qui régissait, enfin de 1914, qui régissait cette presse, qui était très libérale pour les colons, mais qui n'était absolument pas du tout pour les indigènes, pour employer cette expression. C'est au fond dans le cadre du nationalisme que se trouve être promu la presse donc comme mode d'expression. Soit dans la clandestinité, soit par parrainage. C'est-à-dire au fond, on ne donnait pas à un certain moment directement droit aux Marocains de diriger, de fonder carrément la presse. Il fallait d'une certaine manière être parrainé par un Français. Donc le nationalisme est à la base de la formation d'une presse nationale. Mais en même temps, de mon point de vue, je dirais que le nationalisme aussi, à sa manière, contribue à dissocier la fondation de la presse de son fondement libéral, de sa matrice donc libérale. D'une part, le nationalisme fait de la presse un instrument de lutte anticoloniale, non fondamentalement un mode de constitution politique fondé sur l'opinion. La liberté ou la presse, elle est là pour exprimer le point de vue donc, des combattants pour l'indépendance, elle est moins l'expression de la liberté d'expression de l'individu. Ça me semble extrêmement important, c'est ce qui va précisément caractériser la position de Mohamed Hassan Ouazzani. D'autre part, donc le sujet de la liberté dans le nationalisme, c'est la nation et non pas donc l'individu. Et la conséquence importante de cela, c'est qu'au fond, la nation devra d'une certaine manière sacrifier l'individu à son autel. Donc, je vais suggérer d'une certaine manière que c'est toujours un peu la nation qui prime sur l'individu jusqu'à aujourd'hui. Alors, au lendemain de l'indépendance, on se trouve dans une configuration qui, a priori, aurait marqué l'histoire de la presse du Maroc d'une marque plus favorable, disons, à l'établissement de la presse sur une base libérale. Il se trouve que, en quelque sorte, on est dans une configuration qu'on peut qualifier un peu en paraphrasant, en prenant comme modèle le titre d'un fameux ouvrage qui s'intitule Démocratie sans démocrate. On est dans une configuration de libéralisme sans libéraux. Et au fond, c'est ce qui caractérise jusqu'à aujourd'hui un peu l'histoire de la presse au Maroc. Alors, cette configuration, elle est faite de trois éléments principaux. D'une part, on a une presse partisane,
une presse qui sert d'organe d'expression des partis politiques, ça a été souligné ce matin. Il est vrai que par la suite, le développement d'une presse non partisane va un peu reconfigurer cette configuration, mais la presse partisane a été et est restée dans une grande mesure quand même ce qui marque donc cette configuration de la presse au Maroc. Deuxièmement, un pluralisme de fait de la presse qui est lié précisément à la pluralité des acteurs dans l'histoire du nationalisme au Maroc. Et là aussi, ce pluralisme, par la suite, va prendre un peu plus de consistance du fait du développement d'une presse privée. Pas nécessairement indépendante pour faire plaisir. Si, et puis enfin, on a un cadre juridique de la presse, donc c'est le Daïr de 58, qui nationalise en quelque sorte le libéralisme de la législation coloniale et qui met fin au ségrégationnisme de cette législation de 1914. Mais cette configuration ne mettra pas fin à cette dissociation entre la fondation de la presse et son fondement, au fond, intellectuel et philosophique. De sorte qu'on se trouve, comme je l'ai dit, dans une configuration de libéralisme sans libéraux. D'une part, la presse continue à constituer plus l'opinion du pouvoir que le pouvoir de l'opinion. Quand je dis cela, c'est vrai pour le lendemain de l'indépendance, c'est toujours d'une certaine manière aussi vrai pour aujourd'hui. Bien qu'il faille reconnaître quand même qu'elle impose de plus en plus le pouvoir de l'opinion. Le fait qu'il y ait une presse aujourd'hui, qu'il y ait une presse privée, fait que, à travers cette presse, s'affirme à un certain degré le poids de l'opinion. Il faudrait évidemment mesurer cela, l'analyser, etc. Mais c'est une réalité. D'autre part, le cadre juridique de la presse est modulé en fonction de sa compatibilité avec la volonté de domination du pouvoir central. De sorte qu'on se trouve au cours de l'histoire du Maroc, de la presse, de la session de la presse au Maroc, avec une évolution qui va dans le sens d'un remaniement de cette législation, dans un sens plutôt restrictif, plutôt défavorable, donc à la liberté de la presse. Et enfin, le nationalisme, en tant qu'idéologie, en tant que sensibilité, fait toujours primer le sujet de la nation sur le sujet de l'individu. De sorte que, donc, on a toujours cette limitation de la liberté de la presse qui se trouve assez souvent, assez fréquemment justifiée par sa contradiction avec l'intérêt national. Jusqu'à aujourd'hui, donc, lorsqu'on mettra en cause la liberté d'un journaliste, etc., c'est souvent avec l'argument de la contradiction de cette liberté avec l'intérêt national. Donc c'est par rapport un peu à cette histoire-là, me semble-t-il, qu'on peut évaluer, peut-être davantage, apprécier la contribution et le rôle de Mohamed Hassan Bouazizi à cette histoire de la presse au Maroc. Alors j'ai dit de l'introduction qu'au fond, Mohamed Hassan Bouazizi, c'est le maillon qui articule la fondation de la presse au Maroc à son fondement intellectuel, philosophique, idéologique et libéral. Et je pense, sans hésitation, je le dis toujours par rapport à ces Bouazizi, que cette contribution de Mohamed Hassan, elle est fondamentalement associée à son libéralisme. Même s'il se trouve matiné d'une certaine manière par un référentiel de type salafiste nahdawiste, mais dont on comprend la raison, puisque nous sommes dans un contexte où, d'une certaine manière, la conviction libérale devrait en quelque sorte s'envelopper dans un discours un peu audible, compréhensible par rapport donc à un auditoire assez, j'allais dire, sensible à l'islam, et surtout dans un contexte politique où
l'Istiqlal, en tant que parti, fait de l'islam la référence de base de son idéologie. Le libéralisme de Mohamed Hassan Ouazzani, c'est d'abord, et ça me semble très important, lié à son tempérament personnel. C'est-à-dire avant même que peut-être Hassan Ouazzani soit sensible aux idées libérales et à la pensée libérale, c'est d'abord en tant que personnage, en tant que personnalité qui présente certains traits au fond liés à la personnalité libérale, qui lui prépare, qui le dispose au fond à se reconnaître dans le libéralisme. On le sait, Mohamed Hassan Ouazzani, c'est quelqu'un qui est très ouvert intellectuellement, très ouvert politiquement, qui est assez réticent à la violence, même s'il ne l'exclut pas totalement comme mode, comme instrument de lutte pour la nation, mais qui néanmoins quelqu'un qui n'aime pas en quelque sorte la violence. C'est quelqu'un qui aussi refuse le monopole de la vérité. Donc autant de traits de la personne qui le rendent disposé, en quelque sorte, à se reconnaître dans la matrice libérale. Mais, par la suite, il va, sur le plan en quelque sorte doctrinal, habiller, mais sans utiliser le terme habiller dans un sens péjoratif, ce libéralisme, à la fois en lui donnant une connotation islamique, culturelle, hein, il va asseoir son libéralisme dans l'histoire, dans la référence à l'histoire de l'islam, à des personnages, etc. Et fondamentalement en reflétant dans sa construction intellectuelle le rôle du salafisme, de la Nahda dans sa formation. Ça me semble extrêmement important. Ce n'est pas simplement juste un habit comme ça, c'est une composante intellectuelle importante dans sa formation et dans la formation de sa pensée. Et c'est aussi un libéralisme qui s'exprime directement, j'allais dire, dans un référentiel libéral, et j'ai dit tout à l'heure que ça s'exprime soit directement comme tel, soit par procuration. Et là, la traduction de l'ouvrage de Dupont-White n'est pas son signification. Sachant aussi, entre parenthèses, que le choix de Dupont-White exprime aussi le choix d'un libéralisme social, qui est sensible à la dimension sociale. Dans le libéralisme, il y a différentes sensibilités, et des sensibilités notamment assez, j'allais dire, sensibles, si on peut utiliser ce langage, à la question sociale, et en reconnaissant notamment à l'État la possibilité d'intervenir pour corriger les inégalités. Donc il y a libéralisme et libéralisme. Et le choix de Dupont-White est expressif, significatif du choix d'un libéralisme qui ne serait pas purement individualiste, qui serait en quelque sorte proche d'une forme néolibérale d'aujourd'hui. Non, c'est un libéralisme tout à fait ancré dans la sensibilité sociale, avec la reconnaissance à l'État, c'est un rôle d'intervention dans des inégalités sociales, etc. Alors, ce libéralisme fait place aussi à cette question de la liberté de la presse. Et on y trouve, évidemment, dans ses écrits, dans ses interventions, beaucoup d'articles, de discours qui portent sur cette question de la liberté de la presse. Alors, en fait, les écrits de Mohamed Hassan Ouazzani sur la liberté de la presse et sur la presse sont de trois types. Il y a des écrits polémiques, ce sont des écrits dans lesquels Mohamed Hassan Ouazzani est en opposition avec les autorités du protectorat et leur politique de répression de la liberté de la presse, et en même temps de revendication de la liberté de la presse pour les Marocains.
pour la presse arabe, d'expression arabe. On trouve des écrits politiques, c'est-à-dire des écrits qui portent sur la réalité du système politique, de la nécessité pour le système politique national d'intégrer donc la liberté de la presse dans son fonctionnement et dans sa constitution. Et enfin, on a des écrits de facture doctrinale dans lesquels Mohamed Hassan al-Madani cherche à donner un fondement précisément à cette liberté de la presse, soit en référant donc à des antécédents dans l'histoire de l'islam qui vont dans le sens de cette liberté, soit en développant directement sur des bases libérales la liberté de la presse, et qui ne manque pas de ton libéral à l'égal des grands libéraux du XIXe siècle en Occident. Alors, ce qui atteste de la conviction fortement libérale de Mohamed Hassan al-Ghazali, c'est le fait que son libéralisme fonctionne comme un amortisseur, j'ai écrit de son nationalisme, en fait, des effets pervers du nationalisme. Mohamed Hassan al-Ghazali est un fervent nationaliste, c'est un grand combattant du nationalisme. C'est un nationaliste qui a toujours présent à l'esprit le besoin de respecter en l'autre sa liberté. De sorte que on se trouve avec lui dans des positions qui le mettent en une certaine mesure, dans une certaine gêne ou en difficulté avec les autres nationalistes. Donc, le parti de Istiqlal, par exemple, va qualifier le PBI d'un parti qui n'a pas été aussi dur et pur. J'ai pris cette expression dans un compte rendu quelque part, pur et dur. C'est d'une certaine manière signifier donc le caractère modéré donc du nationalisme. Le mot modération a été prononcé assez plusieurs fois depuis ce matin. Alors, cela se traduit également par le fait que le sujet de l'individu n'est jamais sacrifié au sujet de la nation. Dans une précédente intervention, j'ai montré dans un texte qui précisément parle notamment, je pense, de la question de la presse, j'ai montré que Mohamed Hassan al-Ghazali s'est montré, le moins qu'on puisse dire, tolérant à l'égard de la libre pensée, sachant que cette expression libre pensée connote à l'époque et donc chez les Français tout simplement, j'allais dire, une pensée anti-religieuse ou l'athéisme. Et donc, que Hassan al-Ghazali se fasse tolérant de cela montre à quel point donc, son nationalisme est largement, donc, en quelque sorte, matiné, amorti par disons, son profond libéralisme. Cela se traduit également par le fait qu'il se fait critique à la fois du despotisme colonial et du despotisme national, si on peut dire. À un moment où la lutte anticoloniale tend à disjoindre les deux. C'est-à-dire, dans d'autres courants du nationalisme, on cherche à ajourner, en quelque sorte, la critique du régime du système national pour ne pas, évidemment, jouer le jeu, en quelque sorte, du protectorat, alors que, au contraire, Mohamed Hassan al-Ghazali maintient, pendant le protectorat et même après, cette critique conjointe à la fois du despotisme colonial et du despotisme national. Et donc, en conclusion, ça me permet de dire, en quelque sorte, après tout cela, que Mohamed Hassan al-Ghazali est peut-être, je dis peut-être parce que quand même, si on joue à l'historien, et on fait le travail de l'historien, peut-être la genèse du libéralisme remonte au-delà de la personne de Mohamed Hassan al-Ghazali. Si on prend par exemple le projet de constitution de 1908, on pourrait y trouver déjà donc, les bribes ou les éléments d'une certaine sensibilité libérale. Néanmoins, Mohamed Hassan al-Ghazali reste quand même quelque part
celui qui, de façon singulière, celui qui fait de la liberté de la presse le trait d'union de la lutte contre le despotisme colonial et le despotisme national. C'est quelqu'un qui a été fidèle fondamentalement à cette ligne-là. Et me semble-t-il, s'il y a une contribution de ces amis à l'histoire de la presse au Maroc, c'est bien cela. Merci. Merci, c'est Mohamed. J'ai retenu la leçon, mais je vais réagir. Hein. Oui, mais ça ne m'étonnerait pas que tu fasses ça. Vous en faites pas. Et je suis en grande partie d'accord, c'est ce que vous dites, mais j'ai un autre système d'explication. Ça va être... Il faut les confronter. Ah oui, ça va être la possibilité de confronter tout ça et d'en sortir quelque chose. Absolument. Mon ami et collègue Guillaume Denglos est Il avec est là, nous. il est Oui. derrière vous. Tu m'entends, Guillaume? Guillaume, tu m'entends? En dernier, il y a la moitié de la salle. Hein. Comment? Tu interviens le dernier, il y a la moitié de la salle. Ah bon, bah, écoutez, ça sera très bien. T'étais fait attendre. Mais c'est Boazid, c'est à lui seul la moitié de notre. Ah bon. Alors, je suis désolé, je suis un peu en retard, j'ai été pris dans les aléas de la ligne 13 du métro parisien. Bon. Avec les punaises. Voilà, bon bref, le métro était en partie en panne comme d'habitude. Bon voilà, bon mais je vous rassure, je suis bien en poste. Oui. Alors par contre, je ne vous vois pas. Mais si tu nous entends, c'est déjà ça. Mais je vous entends, donc c'est déjà très bien. Vous m'entendez également? Oui. Oui. Eh bien écoutez, c'est parfait, vous me dites quand je commence. Oui, immédiatement, je vais te présenter en deux mots. Guillaume Denglos Ouais, très bien. est un jeune historien français, jeune par rapport à moi. Je suis son aîné. J'ai eu l'honneur de le connaître doctorant avec mon ami Pierre Vermeuren. Et il habitait la Maison du Maroc. Et puis après, on a travaillé ensemble pour écrire le livre sur la Maison du Maroc. Donc j'ai eu cet honneur-là de travailler avec des jeunes qui ont apporté une bonne valeur ajoutée aux travaux historiques sur le Maroc, sur sa communauté en Europe. Alors donc Guillaume, un de ses premiers travaux, c'est sur justement la revue Maghreb. Je crois que c'était votre mémoire de master. De master. Oui, maintenant vous êtes docteur et vous travaillez aux archives militaires de Vincennes maintenant. Vous êtes chez les militaires, avec la rigueur des militaires. Alors je vous donne la parole immédiatement. Super, merci beaucoup cher Mostafa. Eh bien écoutez, tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, je tiens d'abord à remercier bien Horia Ouazani et Antoine Fleury pour leur très aimable invitation à ce colloque sur Mohamed Hassan Ouazani et son rapport à la presse. Eh bien écoutez, en avant. Alors, lors d'une conférence tenue à Casablanca sur le thème de la presse arabe en 1927, devant des officiers de la direction des affaires indigènes, le lieutenant-colonel Eugène Margot donné son point de vue sur les effets que devait immanquablement produire une presse arabe libre au Maroc. Je cite notre lieutenant-colonel Margot. Quelques jeunes lettrés instruits de... Alors, je vais te confirmer ça de suite. Est-ce que j'ai mal entendu ou est-ce que j'ai eu raison de me... Non, oui, des autochtones, tout à fait. Tout à fait. C'est Ouazani qui emploie le terme. Je redis la citation. Le but de Maghreb sera différent. Il s'occupera, lui, de la richesse humaine des colonies le plus objectivement possible. Il renseignera les Français sur la situation des autochtones, certains que la liberté et la justice n'ont jamais manqué de défenseurs en France. Tout à fait.